À la loterie judiciaire, Jean-Marie Deveau va tirer le gros lot du pire président de cour d'assises. Je m'appuie pour rendre compte de l'horreur judiciaire que je vais vous raconter sur des faits indiscutables, rapportés, vérifiés, documentés. L'histoire de ce président Combas est inouïe, mais vraie. J'ai pu consulter les documents sur lesquels je m'appuie. La narration que je vais faire maintenant témoigne du rôle terrifiant qu'à l'époque, un président de cour d'assises pouvait jouer. Est-ce que de pareilles monstruosités judiciaires pourraient encore exister aujourd'hui? J'espère que si tel était le cas, il y aurait des journalistes courageux pour les dénoncer. Deveau a 8 ans d'âge mental. Il comparaît donc devant la cour d'assises. La Convention européenne des droits de l'homme, à l'époque, ne s'applique pas. Mais quand même, il devrait avoir droit à un procès équitable. Non. C'est aussi une affaire d'humanité, de justice, tout autant que de code, de convention, de règles. Alors, mon président Combas, je dis mon avec toute la possession diabolique du possessif, est à lui seul un coupe-gorge judiciaire. Tous les avocats lyonnais le reconnaissent. C'est un ancien avocat, raté, qui ne rate ni les accusés, ni ses anciens confrères, qui souvent ont mieux réussi que lui. C'est une caricature de juge à la carrière crapoteuse. Il est difforme, on dirait un personnage de Goya, engoncé dans son fauteuil. Il hurlait, paraît-il, dans le micro. Un chroniqueur aura le courage d'écrire, je cite, « La nature commet quelque injustice à faire trimballer un corps de cirque dans une intelligence d'académicien. » Fermez les guillemets. Il cherche visiblement, osera un autre chroniqueur, ouvrez les guillemets, à trouver une supériorité que l'apparence lui conteste, fermez les guillemets. Ah, quelle horreur, mais quelle horreur! Ces malades mentaux, ces difformes mentaux, ces complexés qui jugent. Quelle horreur! L'interrogatoire de M. Combas est le comble de la mauvaise foi. Ce président réunit dans une synthèse chimique rare tous les défauts du mauvais juge. Il n'a aucune, mais alors aucune neutralité. Il écoute, on pourrait dire, à charge. Il a l'oreille hostile. Il est emmuré, enfermé dans une surdité sélective. Il entend ce qui l'accable et il n'entend pas ce qui innocente. Il entend ce qui est à charge et il n'entend pas ce qui est à décharge. Il ne cherche pas la vérité, non, pas du tout. Il cherche la confirmation de son opinion. Et tout son interrogatoire a pour but de lui donner raison parce que la vie, la méchante vie, lui a donné tort. On le voit, il parle seul. La parole de l'accusé ne l'intéresse pas, sauf au moment où il peut au vol agripper un mot, une hésitation, une erreur pour accabler. Il est en outre prétentieux de cette prétention méchante, quoi, qui accable, qui fait mal. On sent que tout argument qui vient contredire son idée est reçu comme une offense. Pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'était ce président, je vais lire certaines coupures de presse
qui rapporte les questions que le président de la Cour d'assises de Lyon posait. Deveau, vous n'avez pas le regard franc. Deveau, vous pleurez pour un rien, mais vous n'aviez aucune émotion aux abattoirs. Deveau, un jour, vous avez fait tomber un tabouret sur un petit chat, lui cassant la colonne vertébrale. Ainsi on tue les petits chats et on s'attaque aux petites filles. Deveau, on sait que vous êtes un mythomane opportuniste. Sous-entendu, bien sûr, vous mentez sur l'ordre des coups par opportunisme. Allez donc vous défendre devant un pareil juge. C'est horrible, quoi, c'est impossible. Et je rappelle quand même qu'à l'époque, la peine de mort existait encore. Chacune de ces questions raconte les journalistes et les avocats qui ont assisté au procès, et l'un des avocats qui a défendu Deveau me l'a raconté. Chacune de ces questions est ponctuée d'un « ouais » vachement élégant. Quand l'accusé un bref instant réussit à prendre l'avantage, ou quand l'avocat réussit à marquer un point, le président suspend les débats tout de suite, sans doute pour mieux récupérer en coulisses les jurés. Il ne tient compte d'aucun élément à décharge. Il les escamote, comme un illusionniste malhonnête. Par exemple, il ne tient aucun compte de l'état d'affolement de la maman, au moment où elle découvre l'enfant égorgé et éventré, ce qui pourrait expliquer qu'elle n'ait pas remarqué la présence de Deveau. De même pour l'existence inexpliquée du rôdeur nord-africain. De même pour l'absence de traces de sang sur les vêtements de l'accusé. Autant de questions que le président préfère ne point poser, ou alors qu'il apporte lui-même à ces questions ses réponses. Par exemple, à l'absence de traces de sang, il oppose un définitif, et je cite, « Sûr, vous l'avez tué par derrière, donc pas de sang sur vous ». On voit le peu de cas que ce président fait de la présomption d'innocence. Mais le coup de grâce est porté par l'expert psychiatre. Là, on s'attendait à tout, mais vraiment, pas à celle-là. Aujourd'hui, ce que je vais vous raconter serait impossible. Franchement, si un événement tel que celui que je vais vous rapporter dans quelques secondes se produisait, l'indignation serait telle que le psychiatre quitterait la psychiatrie judiciaire. L'expert psychiatre vient déposer et il conclut son rapport, écoutez bien, par cette association de mots qui est un parti pris et un appel à la condamnation. Je cite, écoutez bien, « Deveau, un garçon à qui, dit l'expert psychiatre, je ne confierai pas un couteau de boucher. » C'est le coup de couteau du boucher psychiatrique dans le dos. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, Deveau est condamné à 20 ans de prison. Il aurait pu être condamné à mort. Et le rideau habituel de l'indifférence tombe sur le procès. On se fout pas mal que l'accusé, à travers les barreaux de sa cellule, continue de crier son innocence. Désespéré, il fait un pourvoi en cassation. Que va-t-il se passer? Que va décider la Cour de cassation? Évidemment, le pourvoi en cassation est rejeté. Les hautes consciences de la Cour de cassation, qui ne casse pas 3 pattes à un canard, rejettent le pourvoi sans sourciller.
Mais entre-temps, il s'est passé quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Vous n'allez pas le croire. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Mais quelque chose s'est produit dans la cave qui aurait même fait peur à Edgar Poe. Entre-temps, alors que la Cour de cassation envoie promener Deveau, on retrouve dans la même cave un autre cadavre. Et tout le monde de se dire, et alors qu'est-ce que ça prouve? Que cette cave criminogène attire les criminels. Deveau tente alors un recours en révision. Rejet. Il tente alors un deuxième recours. Entre-temps, on a appris quelque chose de scandaleux, qui quand même, secoue un peu l'honnêteté des consciences judiciaires. Devinez ce qu'on a appris. On a appris que la veille du procès, au mépris de toutes les règles, le président de la cour d'assises, le procureur qui allait requérir et le commissaire qui était témoin s'étaient rendus de concert sur les lieux du crime. Là, le recours est accepté. L'affaire va être rejugée. Que va-t-il se passer? Deveau va-t-il être sauvé ou de nouveau va-t-il être englouti dans les années de prison? Cette fois, le président est normal. Ça arrive, beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. L'accusé peut enfin s'expliquer. Et on arrive à établir deux faits qui auraient pu être établis lors du premier procès. D'abord, que l'ordre des coups n'est pas celui qu'a indiqué Deveau. Ensuite, à partir d'expériences faites sur des animaux, des experts commis démontrent que l'assassin aurait dû être forcément enseveli sous le sang, ensanglanté. Or, Deveau, ni sur ses vêtements, ni sur lui-même, n'a jamais présenté la plus petite trace de sang. C'était évident depuis le début. Mais il n'est pire juge qu'un juge qui ne veut pas voir, qui ne veut pas entendre. Que va-t-il se passer lors de ce second procès? Là, quand même, il y a derrière Jean-Marie Deveau une mobilisation. Le scandale du premier procès en cour d'assises est devenu évident. Monsieur Combas n'est plus là et on ne cherche plus à défendre sa mémoire indéfendable. L'affaire est rejugée. Cette fois, le président est normal. Cela arrive plus souvent qu'on ne le croit. L'accusé peut enfin s'expliquer et deux faits sont établis qui auraient pu l'être lors du premier procès. D'abord, l'ordre des coups n'est pas celui qu'a indiqué Deveau. C'est une évidence. Ensuite, à partir d'expériences faites sur des animaux, des experts démontrent que l'assassin aurait dû être englouti sous le sang. Or, Deveau, ni sur ses vêtements, ni sur lui-même, ne porte la moindre trace de sang. C'est évident depuis le début, mais le président Combas ne voulait pas le voir. Alors est-ce que Deveau, lors de ce second procès, va être de nouveau englouti sous les peines de prison ou acquitté? Tout le monde tremble, tout le monde a peur, parce qu'on sait que la justice n'aime pas se renier, n'aime pas reconnaître qu'elle a pu se tromper. On attend, et fort heureusement, Deveau, enfin, est acquitté. Mais l'assassin court toujours.